Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode spécial du podcast Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité professionnel du monde animalier. Il va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en lien avec nos animaux à moustache. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous apporter toutes les clés utiles pour mieux comprendre nos amis les chats. J'ai donc le plaisir de vous offrir cette conversation avec Thierry Bedossa, qui est vétérinaire, écrivain, animateur de télévision français et fondateur de l'école de formation Animal University. Bonjour Thierry. Bonjour Cyril. Thierry, tu as un parcours extrêmement riche entre médecine vétérinaire, comportement, éthologie et médias. Qu'est-ce qui te passionne particulièrement dans la compréhension des animaux et particulièrement du chat ? Alors moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Et donc, j'ai été élevé par une grand-mère paysanne et je pense que c'est elle qui m'a vraiment donné le goût des animaux. Elle m'expliquait, donc, elle avait des chiens. Et donc, elle m'expliquait tout ce qu'il fallait pour qu'on s'occupe bien des chiens. Elle m'expliquait tout ce qu'il fallait pour que on s'occupe bien des animaux de la faune sauvage. Et donc, j'ai suivi sa trace. Et j'ai eu un beau-père médecin à partir de l'âge de 7 ans. Et donc, c'est lui qui m'a donné le goût de la médecine. Et du coup, j'ai fait un peu les deux. C'est-à-dire, voilà, j'ai pris le goût à la médecine. Et puis, comme j'avais cette grand-mère paysanne qui m'a élevé pendant ma petite enfance, j'ai voulu et j'ai réussi m'intéresser aux animaux. Tu as co-signé l'ouvrage Comportement et bien-être du chat aux éditions Educagri. Quels sont, selon toi, les piliers fondamentaux du bien-être félin dont les humains n'ont pas encore suffisamment conscience ? Ce qu'il faut, c'est que un chat, il ait une qualité de vie au quotidien. C'est ça le plus important. La qualité de vie au quotidien. En gros, c'est un petit peu comme nous dans les pays riches, en tout cas. Voilà, notre principal objectif au quotidien, c'est qu'on ait une qualité de vie au quotidien. Et donc, les chats ne travaillent pas. Donc déjà, eux, ils ont la chance de ne pas avoir de maltraitance de la part de leurs collègues de bureau, mais la qualité de vie au quotidien, c'est fondamental pour chaque chat. Et à mes yeux, en France, il y a entre 15 et 17 millions de chats de compagnie et l'écrasante majorité d'entre eux sont des chats de gouttière. Il y a seulement 500 000 chats de race en France et un chat de gouttière, il est né de la rencontre aléatoire entre un mâle et une femelle qui, au moment où ça s'est passé, n'était pas stérilisé. Et donc, il y a à peu près 50% des chats de gouttière, qu'on appelle aussi dans les campagnes les greffiers, mais qu'on appelle aujourd'hui maintenant les chats européens, qui souffrent de l'enfermement et de la vie captive. Et ça, c'est un énorme problème. En tant que vétérinaire comportementaliste, quels sont les sujets comportementaux félins que tu rencontres le plus souvent en consultation ? En gros, les deux motifs les plus fréquents de consultation pour les chats de compagnie, ce sont ce qu'on appelle les troubles de l'élimination. En gros, le chat qui fait pipi non seulement dans son bac, mais qui fait pipi partout. Et il y a aussi des chats qui défèquent. Et ça dégrade énormément la qualité de la relation entre le chat et son foyer d'humain. Et puis, il y a aussi, pour une autre partie, mais ça revient toujours à la même chose, c'est l'écrasante majorité des chats que je reçois, même si je reçois aussi des chats de race en consultation de comportement, ce sont des chats de gouttière. Et donc, c'est toujours la même chose, c'est
il y a des chats qui deviennent extrêmement agressifs envers leurs propriétaires, mais encore une fois, c'est pour ces mêmes raisons, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas la possibilité de sortir, eh bien hélas, ils ont des troubles de l'élimination et ou ils sont agressifs envers leurs propriétaires. Et puis, il y a d'autres choses, mais qui sont beaucoup moins fréquentes dans les consultations de comportement. C'est le rolling skin syndrome. En gros, c'est le chat qui a la peau qui va bouger tout le temps. Et il y a aussi des chats qui se courent après la queue. Et, la dernière consultation de comportement le dernier motif de consultation de comportement que je vois aussi, c'est des chats qui ont des griffes tellement acérées que, eh bien, ils blessent régulièrement leurs propriétaires. Tu collabores avec des chercheurs et tu soutiens des études scientifiques. Quelle découverte récente, j'allais dire, sur les chats devrait absolument être mieux connue du grand public selon toi? Alors là-dessus, c'est vrai que je fais de la recherche, alors que moi je suis un privé, hein, je fais de la recherche depuis 2009. J'ai fait de l'enseignement à partir de 1996 et j'en fais encore de temps en temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la recherche, c'est quelque chose qui me plaît plus. Et donc, je pense que je dois avoir à peu près 30 à 35 publications où mon nom apparaît dans des revues scientifiques internationales. Donc, je suis très fier de ça. Et j'ai d'abord fait de la recherche en éthologie. Alors, j'ai fait de la recherche en éthologie parce que au début des années 2000, alors que moi, j'étais censé enseigner l'éthologie aux étudiants vétérinaire. L'école vétérinaire de Maison-Alfort a heureusement recruté un primatologue euh, qui s'appelle Bertrand Deputte et je suis devenu ami avec lui et lui, il m'a vraiment appris l'éthologie. Donc j'avais des cours particuliers avec lui. C'était génial. Et donc il a quitté le CNRS au début des années 2000 et il a donné grosso modo 10 ans de sa vie à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Et, et vraiment, l'éthologie, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose de fondamental. Jusqu'alors, ce qui était prégnant en France, c'était la médecine du comportement zoopsychiatrique, c'est-à-dire que tous les chats étaient diagnostiqués avec des maladies mentales et on leur prescrivait des antidépresseurs. Moi qui suis d'origine paysanne, c'est quelque chose qui m'a toujours mis extrêmement en colère. Et à partir du moment où, grâce à Bertrand Deputte, j'ai appris l'éthologie, euh, les chats n'ont pas du tout la même histoire évolutive que nous, les humains. Et donc, euh, ça m'a toujours scandalisé la médecine du comportement zoopsychiatrique. Et donc, en gros, un chat, quand il n'a pas la possibilité de sortir, eh bien, et qu'il produit des troubles de l'élimination, qu'il devient agressif, qu'il fait du rolling skin syndrome, qu'il se court après la queue, eh bien, en fait, il faut juste augmenter sa qualité de vie au quotidien en lui donnant des activités qu'on appelle en éthologie des enrichissements pour que tout simplement, il ait de nouveau une qualité de vie au quotidien. Il y a beaucoup de propriétaires de chats qui ne veulent pas laisser leur chat sortir, et c'est leur droit, puisque ce sont les propriétaires. Et donc, mais dans ces cas-là, il faut que le chat il puisse avoir des arbres à chat sur lesquels il va pouvoir voir les petits oiseaux, il va pouvoir voir l'extérieur, il faut qu'il ait des jouets. Alors moi j'aime bien les jouets Frolicat avec des tours laser, avec
des jouets qui sont entre guillemets animés tout seuls. J'adore les tablettes ou les écrans d'ordinateur sur lesquels les chats ils peuvent chasser. Ils chassent des petits Pac-Man, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Les app games for cats, il y en a plusieurs milliers aujourd'hui. On peut aussi, pour ceux que ça pourrait intéresser, et avec aujourd'hui, il y a tellement de tutos qu'on peut faire tout ça soi-même sur YouTube, mais on peut entraîner un chat à aller dans une cat wheel, une roue pour chat. On peut entraîner un chat, alors il faut beaucoup de temps, mais on peut entraîner un chat à utiliser un escalier en colimaçon si la copropriété est d'accord pour qu'il puisse aller à l'extérieur. On peut entraîner un chat à utiliser un panier pour lui permettre de sortir en extérieur. On peut, euh, euh, pour ceux qui s'inquiètent trop et qui ne souhaitent pas que leur chat se fasse écraser, etc., on peut le promener tous les jours en extérieur pour peu qu'il ait une familiarité suffisante avec l'extérieur. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour augmenter la qualité de vie au quotidien d'un chat et pour ne pas qu'il souffre de problématiques anxieuses. Parfaite transition avec l'extérieur, parce que dans La vie secrète des chats, produite par BBC Worldwide, les téléspectateurs t'ont découvert, hein, pour certains, et aussi ont découvert l'importance de la cartographie des déplacements. Et justement, qu'est-ce qu'elle a révélé, cette cartographie, le plus souvent, au niveau du tracking sur la zone de vie des chats? Tu sais, la pet tech progresse énormément. Donc là, je suis sur le point de faire la 4e saison de La vie secrète des chats. Et c'est vrai que les progrès de la pet tech sont énormes. Et donc aujourd'hui, on est capable, sur les chats, non seulement de faire de la géolocalisation, mais de faire ce qu'on appelle de l'actimétrie, de l'actigraphie. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un chat quand il se déplace vite? Qu'est-ce que c'est qu'un chat quand il se déplace lentement? On peut aussi utiliser des caméras qui pèsent quelques grammes seulement et qu'on met sur le collier d'un chat, donc il faut l'habituer au port du collier. On peut aussi utiliser des trackers d'activité qui sont combinés à aux outils de géolocalisation. Et c'est vrai que la PetTech, elle a énormément progressé. Et donc, avec tout ça, on peut, sans risquer de compromettre la sécurité du chat, puisqu'on peut toujours le géolocaliser et on peut toujours, grâce à tous ces outils de pet tech qui sont tellement géniaux aujourd'hui, on peut toujours savoir à peu près où il est. Eh bien, on peut lui donner de la qualité de vie au quotidien, mais en même temps, on peut, pour les propriétaires qui hésitent à installer des chatières, eh bien, on peut en même temps les sécuriser. Et les, 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 on est tous spécistes, hélas, c'est-à-dire que nous chérissons les animaux de compagnie, les chiens, les chats principalement, mais on continue à accepter ce qui est extrêmement cruel pour les animaux de laboratoire, pour les animaux, ce qui est le cas de l'écrasante majorité des cochons et des volailles en France, les systèmes d'élevage intensif. Moi, j'ai été étudiant, lorsque j'étais étudiant vétérinaire dans les abattoirs, j'ai vu que tous les animaux, ils étaient glacés d'effroi dans l'abattoir. Il y a aussi toutes les chasses cruelles, mais tout ça, c'est ce que je te dis, on reste spéciste. C'est très bien qu'aujourd'hui on chérisse comme ça les chiens et les chats de compagnie, mais on reste tous des spécistes. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire pour qu'on maltraite moins les animaux. Tu travailles aussi avec des chats âgés, hein, au sein de l'association AVA, Agir pour la vie animale, et aussi en clinique, bien sûr. Quelles sont, selon toi, les principales erreurs que les humains commettent avec les chats seniors? L'âge, c'est le premier facteur de risque. Donc, que l'on soit un chat, un chien ou un humain, l'âge, c'est le premier facteur de risque. Donc, en gros, quand on devient un individu senior, eh bien, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, on peut avoir des maladies chroniques, on peut avoir des cancers. Donc, c'est exactement la même chose pour les chats, les chiens et les humains. Les maladies chroniques des chats, quelles sont-elles? Eh bien, il y a des insuffisances cardiaques. Donc ça, il y a énormément aussi de causes héréditaires aux insuffisances cardiaques. Donc c'est vrai que ça concerne particulièrement les chats de race. Et puis, il y a aussi des insuffisances rénales chez les chats, notamment chez les chats de race, mais ça peut arriver aussi aux chats de gouttière. Il y a aussi l'hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie, qu'est-ce que c'est? En fait, l'écrasante majorité des chats sont nourris avec des croquettes et des boîtes et des sachets. Et dans les croquettes, les boîtes et les sachets, il y a énormément de coups de volaille. Et donc, il y a les thyroïdes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de chats, c'est une vraie épidémie qui développe de l'hyperthyroïdie quand ils vieillissent. Et puis, il y a aussi, hélas, énormément de chats qui développent des cancers. Et par exemple, il y a une association très forte entre les risques de vaccination contre la leucose féline et le risque de développement de lymphomes intestinaux. Et c'est pour ça que moi, sauf pour les propriétaires qui insistent absolument, mais je ne recommande pas la vaccination contre la leucose féline. C'est à peu près tout ce que je peux te dire. Et après, c'est vrai que quand, par exemple, un chat ne peut pas sortir, eh bien, il peut aussi avoir ce qu'on appelle des cystites idiopathiques, c'est-à-dire que sa vessie devient hyper réactive, comme il ne peut pas sortir, et du coup, le chat, il risque aussi, s'il est stérilisé trop précocement, eh bien, il risque aussi de faire des occlusions urinaires, des occlusions urétrales à l'extrémité de son pénis. Et donc, dans la mesure du possible, il faut toujours stériliser son chat mâle ou femelle le plus tard possible. Sauf que à partir du début du mois de mars, un chat de gouttière, eh ben lui, comme la durée des jours se rallonge, il risque de basculer dans son état pubertaire et donc, que ce soit un mâle ou une femelle, d'avoir des comportements qui vont poser un souci au foyer parce qu'il va faire pipi ou caca partout, il va miauler partout avec un cri très rauque. Et c'est pour ça que, hélas, les propriétaires, une fois que ça arrive, eh ben, ils veulent absolument stériliser leur chat et moi, je recommande toujours la stérilisation le plus tardivement possible. Au moins, il faut essayer de tenir jusqu'à l'âge de 8-9 mois, au minimum. On le disait tout à l'heure, tu es l'un des rares vétérinaires à avoir un pied dans la recherche, un autre dans la clinique, et puis j'allais dire une main dans la formation, on va en parler tout à l'heure. Comment cette multidiscipline enrichit-elle ta compréhension du chat? Alors moi, j'ai toujours voulu, à partir du moment où j'ai réussi à devenir vétérinaire, quand j'étais à l'école vétérinaire d'Alfort, j'étais étudiant à l'école vétérinaire d'Alfort entre 1985 et 1989. Franchement, les écoles nationales vétérinaires françaises, elles ne visaient vraiment pas l'excellence. Du coup, moi, j'ai fait 3 ans d'études euh, dans les universités d'Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et là, vraiment, ça m'a plu. Et donc, ma première formation, en fait, c'était la médecine interne des chiens et des chats. Et quand je me suis aussi beaucoup occupé entre 1990 et 1994 des chiens et des chats libres, parce que l'écrasante majorité des chiens et des chats sont non pas des animaux de compagnie, mais ce sont des animaux qui sont libres dans l'humanité pauvre. Donc il y a grosso modo 1 milliard de chiens, 1 milliard de chats, et parmi eux, il y a 250 millions de chiens de compagnie, 250 millions de chats de compagnie,
Et l'écrasante majorité des chiens et des chats sont des animaux libres. Et moi, j'ai voulu absolument, à un moment où je ne connaissais pas l'éthologie d'ailleurs, j'ai voulu absolument m'occuper de ces animaux libres qui n'ont pas de propriétaire. Et ça m'a apporté énormément de choses. Énormément. Parce que comme ils n'ont pas de propriétaire, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux, en fait, les plus heureux. Ils sont en totale liberté. Même si ils n'ont pas toujours à boire, ils n'ont pas toujours à manger. Tu vois, là, par exemple, j'étais il y a quelques jours en Égypte, et donc un pays dans lequel il pleut pas, et je voyais une petite chatte avec ses chatons boire sur un robinet qui fuitait, parce que bah, c'est vrai que elle avait pas à boire. D'un autre côté, la marina sur laquelle on était, il y avait plein à manger, tout ce que les touristes jetaient, et donc il y avait plein à manger. Donc c'est toujours la même chose, il y a du plus et il y a du moins dans la vie d'un chien ou d'un chat libre. Quoi qu'il en soit, ce qui est et là encore, c'est la même chose pour les chiens et les chats libres. Ce qui compte avant tout, c'est la qualité de vie au quotidien. Ça, c'est vraiment le déterminant fondamental. Quand un chat, par exemple, devient senior, le risque, puisque c'est l'âge, le risque qu'il développe des maladies chroniques, le risque qu'il développe des cancers devient de plus en plus élevé au fil des ans, mais il y a des chats qui vivent très longtemps. Moi, le plus vieux patient que j'ai eu, je l'ai vu jusqu'à l'âge de 23 ans. Et à, au jour d'aujourd'hui, le plus vieux chat de compagnie, il a 30 ans, figure-toi. 30 ans. Euh, c'est extraordinaire. Euh, il y a des chevaux, des équidés qui vivent jusqu'à 40 ans, mais un chat qui vit jusqu'à 30 ans, c'est extraordinaire. C'est comme s'il avait 140 ou 150 ans en âge humain, en équivalent âge humain. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses justement du concept de chat difficile? Est-ce qu'il existe vraiment ou bien est-ce que Non, c'est une non. mauvaise adéquation entre les besoins et l'environnement proposé par les humains? Oui, c'est toujours la même chose. Alors, comment dire, en fait, le concept central, c'est que le chat, il ait une qualité de vie au quotidien. Ça, c'est le plus important. Qualité de vie au quotidien. Quand il n'a pas cette qualité de vie au quotidien, il peut devenir anxieux, voire malheureux. Donc, ce qui compte avant tout, c'est de lui donner une qualité de vie au quotidien. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas, parce qu'ils les considèrent comme leurs enfants, comme leurs meilleurs amis, et ils ont le droit, qui ne veulent pas laisser sortir les chats de gouttière, eh bien ça, c'est un facteur de risque important pour qu'ils développent des maladies comportementales. En tant que fondateur de l'école de formation Animal University, tu formes donc des futurs professionnels. Quelles compétences sont essentielles aujourd'hui pour toi pour bien accompagner les humains et puis finalement protéger de façon indirecte réellement le bien-être du chat? Alors c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai deux super associés qui s'appellent Sarah Janin, qui est éthologue, et Éléonore Buffet, qui est éducateur canin et comportementaliste. Et, euh, et j'admire tout ce qu'elles font pour former euh, le plus de professionnels possible, mais aussi tous les particuliers que ça va intéresser de s'intéresser aux chiens, aux chats et aux équidés. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est la pluridisciplinarité. Ça, c'est fondamental parce que on est tout à fait capable d'entraîner les félins, mais il faut avoir de bonnes connaissances pour entraîner les félins. Il faut connaître l'éthologie. Encore une fois, moi, je suis vraiment pas d'accord avec la médecine du comportement dite zoopsychiatrique. C'est vraiment pas ma posture. Mais je respecte les vétérinaires qui recommandent la médecine zoopsychiatrique. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment pas ma posture de diagnostiquer des maladies mentales et de prescrire des antidépresseurs. Et il y a toujours des solutions autres pour enrichir la qualité de vie au quotidien
des chats. Et du coup, une fois qu'on donne de la qualité de vie au quotidien à n'importe quel chat, en général, il va mieux, il devient moins anxieux, moins agressif, il fait moins pipi ou caca partout, et du coup, ça va mieux. Donc, c'est pour ça que le concept central, c'est la qualité de vie au quotidien. C'est vraiment le concept central. Enfin, Thierry, si tu devais transmettre un seul conseil vraiment essentiel pour toi à tous les humains qui vivent avec un chat, lequel serait-il ? Alors, hélas, nous les humains, on est un certain nombre à devenir de plus en plus anxieux. Et donc, il faut qu'on sache bien que, en fait, un chat, un chien, c'est beaucoup plus intelligent que ce que la plupart des humains pensent. Et moi, presque chaque semaine, je me rends compte que, en fait, le chat, le chien, c'est le meilleur ami des humains. Et quand un humain est en souffrance, eh bien, souvent, donc moi, ça fait 40 ans que je suis praticien, souvent, en fait, le premier qui le détecte, c'est pas quelqu'un du foyer, c'est pas quelqu'un de la famille humaine, c'est le chat ou le chien. Et du coup, on passe notre vie à sous-estimer l'intelligence des chiens et des chats. Eux, ils ressentent plein de choses. Ils ressentent vraiment notre stress, ils ressentent vraiment notre malheur. Alors leurs conduites sont toujours les mêmes, hein. Ils peuvent devenir agressifs si ils ressentent le stress, l'anxiété ou le malheur de leur propriétaire. Ils peuvent se mettre à déféquer et ou uriner partout. Ils peuvent se mettre à développer des cystites idiopathiques, ils peuvent se mettre à se courir après la queue, ils peuvent se mettre à avoir le rolling skin syndrome. Et en fait, le principe cardinal dans tout ça, c'est bien sûr de donner à chaque chat la qualité de vie au quotidien, mais il y a une dimension supplémentaire parce que si le propriétaire ou les propriétaires, ils ne se sentent pas bien, eh bien ça, c'est quelque chose que le chat, il va détecter tout de suite. Après, ma recommandation, ce serait plutôt que le ou les propriétaires, ils soient suivis par des psychologues cliniciens, par éventuellement des psychiatres. Mais en tout cas, quand le propriétaire, sa santé mentale se dégrade, le chat peut profondément le ressentir, peut développer des troubles du comportement, c'est pas systématique. Et donc là, il faut qu'un propriétaire, il s'adresse aussi pour lui à un individu qui a des connaissances en psychologie et en psychiatrie éventuellement. Merci Thierry de m'avoir accordé un peu de ton temps. Avec plaisir. À bientôt, Cyril. Je rappelle que Thierry Bedossa est vétérinaire, écrivain, animateur de télévision français et fondateur de l'école de formation Animal University. Et voilà, vous ressortez, suite à l'écoute de cet épisode, plus informé et plus sensibilisé à nos amis à quatre pattes. Restez connectés pour d'autres épisodes du Mystère Miaou. Et avant cela, abonnez-vous dès maintenant à ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Pour vous, ça ne coûte rien, mais ça permet de le faire découvrir au plus grand nombre. Et croyez-moi, être informé sur les chats, ça ne peut faire que du bien. Prenez soin de vous et à bientôt.